On commence tout de suite cette émission avec mon invité Jean-Pierre Boivin, associé fondateur du cabinet Boivin et Associés et co-directeur de l'ouvrage dont on va parler, Florilège du droit de l'environnement, publié chez La Mémoire du droit. Jean-Pierre Boivin, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de cet ouvrage collectif Florilège du droit de l'environnement qui nous propose les défis, les mutations et les perspectives du droit de l'environnement en France et en Europe. Pour commencer, qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage ? C'est très simple. Vous vous souvenez qu'il y a une dizaine d'années, j'avais sorti les Florilèges du droit public des affaires. Et donc, ce premier florilège avait été franchement un succès. Et on s'était dit avec l'éditeur qu'il faudrait naturellement qu'il y ait des petites sœurs ou des petits frères et que la matière qui suivait le droit public, c'était la matière logique, c'était l'environnement, matière à laquelle, par ailleurs, je m'ai destiné depuis très longtemps. Donc, c'est un vieux projet qui a été un peu long, vu la taille, à réaliser, à mettre en œuvre, mais c'est un projet qui me tenait à cœur et que donc on s'est dépêché de réaliser dès que c'était possible au niveau des emplois du temps et de la disponibilité en fait. Voilà. Alors donc, je l'ai dit, c'est un ouvrage collectif qui réunit magistrats, avocats, praticiens du droit de l'environnement. Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans ? Alors l'idée, c'est évidemment de faire une espèce de tour d'horizon, un kaléidoscope de la matière pour que l'image à l'instant T, donc 2024-2025, on est sous la plume de spécialistes extrêmement variés mais tous très pointus. On est une approche à la fois globale et assez cursive de la matière. On a demandé à chacun des auteurs de choisir, chacun des auteurs choisit son thème. On canalise ensuite les choix des thèmes pour éviter les redites, mais chacun choisit son thème, soit dans son hyper-spécialité, soit dans les sujets que justement il avait envie de creuser. Tous les auteurs ont à un moment ou à un autre envie de faire un peu œuvre d'auteur, donc de faire autre chose que de se contenter de décrire l'état du droit et d'essayer d'avoir une vision prospective de la matière et d'essayer de donner aux lecteurs des clés de compréhension. C'est l'objet, c'est l'ambition de cet ouvrage. Alors vous l'avez dit, une vision globale et cursive du droit de l'environnement, donner des clés de compréhension. Comment vous avez organisé la diversité des approches, qui est une des richesses de cet ouvrage, et réunir autant de praticiens, de professionnels du droit de l'environnement qui apportent chacun quelque chose dans cet ouvrage ? Alors ça, c'est le défi, n'est-ce pas ? C'est d'essayer d'avoir d'abord les meilleures plumes, les meilleurs auteurs, c'est de les rassembler. Là, vous en avez 34, mais j'en ai contacté au moins le double, parce qu'il y a ceux qui veulent bien, mais qui n'ont pas le temps, qui sont déjà pris. Il y a ceux qui ne sont pas tentés par une expérience d'écriture assez lourde. Les articles font entre 20 et 30 pages imprimées, chacun. C'est donc une vraie contribution, ce n'est pas une note. Ce sont des contributions d'auteurs, souvent académiques. Et donc, il s'agit d'essayer d'aller chercher les meilleurs dans les différentes branches de la discipline. Et donc, ça veut dire beaucoup de contacts en amont. De ces contacts viennent découler des envies. Et autour de ces envies, on crée un programme. Donc un ouvrage très riche où on a tous les angles du droit de l'environnement. Il y a une question qui revient souvent, c'est que le droit de l'environnement doit concilier à la fois la protection de l'environnement et les impératifs économiques. Comment on fait pour concilier ces deux objectifs qui peuvent être parfois contradictoires dans le cadre où on a tous ces défis de changement climatique, de transition énergétique, de préservation de la biodiversité ? Alors, vous avez raison, c'est un des sujets constants de ce droit de l'environnement, c'est qu'il obéit à des impératifs souvent contradictoires. Vous prenez la biodiversité par exemple. Tout le monde, globalement, a envie naturellement de préserver le vivant. Mais quand on entre dans la pratique, on voit qu'il y a des difficultés de frontières à l'action. Lorsque, par exemple, l'Office de la diversité, les OFB, vont mettre des PV à des agriculteurs pour des pratiques qui sont souvent séculaires,
Il y a un problème de compréhension des professions. Donc, les objectifs de fond ne sont pas vraiment remis en cause. Je pense qu'il y a une assez large adhésion depuis 20 ans, mais c'est la manière et la vitesse à laquelle se déroule la mise en œuvre qui, en fait, souvent pose problème. Soit parce qu'on va trop vite, soit parce qu'il y a vraiment des impératifs contradictoires. Quand on explique à l'agriculteur qu'il ne faut pas qu'il enlève les embâcles des castors dans la rivière et que pourtant la rivière, elle a besoin de couler, sinon elle déborde, elle va faire des inondations dans son champ et va lui ruiner ses cultures, évidemment, il y a des injonctions contradictoires et il faut essayer de trouver le réglage le plus fin avec, au fond, l'acceptabilité sociale. Donc, vous avez 2 niveaux d'acceptabilité sociale, l'acceptabilité de la société globale qui, pour la biodiversité, est tout à fait d'accord. Puis quand vous descendez dans la granulométrie, eh bien, évidemment, lorsqu'on arrive sur l'agriculteur lui-même, à qui on dit « Ah, il ne faut plus utiliser tel pesticide. Ah, là, il ne faut pas toucher à la haie. Mais cependant, il faut reconstituer la haie. Mais vous n'y touchez pas à tel moment, Donc, parce il y a que des vous allez... difficultés de compréhension de tous les enjeux. Des difficultés de compréhension et des difficultés au niveau de l'action, des calendriers d'action. Parce qu'un agriculteur, lui, il a son calendrier qui sont ses cultures, ses récoltes, et ces récoltes, elles n'attendent pas nécessairement la nidification de tel oiseau. Bon, donc on a des impératifs contradictoires qu'il faut essayer de concilier. Et quand l'impératif contradictoire se traduit par des sanctions administratives ou pénales, là, on touche les limites de la matière, c'est-à-dire la réception par les intéressés de ce degré de protection qu'ils estiment trop fort ou carrément illégitime, non pas dans son principe, mais dans son application. Ça veut dire qu'il y a peut-être de la pédagogie à faire pour faire justement accepter à la fois la règle et sa sanction ? Absolument, absolument. Faire accepter la règle dans sa dimension, dans son principe et dans sa dimension, et puis bien entendu essayer d'expliquer pourquoi il peut y avoir des sanctions quand la règle est manifestement méconnue, donc avec une volonté de mal faire. Et malheureusement, souvent, il peut y avoir des sanctions qui ne sont pas assises sur une vraie volonté de mal faire, mais simplement sur des gestes qui sont souvent séculaires, et que les intéressés ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Donc il y a une difficulté, il y a une sensibilité à travailler. Je crois qu'on ne peut pas faire fonctionner le droit de l'environnement à base de droit pénal. Vous avez tout un courant de gens qui disent qu'il faut accélérer les sanctions pénales, typiquement pour la biodiversité. Je crois que ça va aboutir exactement à l'inverse, c'est qu'au lieu de protéger les oiseaux, on va finir par les détruire clandestinement. Donc il faut plutôt faire de la pédagogie plutôt que de la répression. La répression, ce doit être vraiment le dernier stade une fois qu'on a tout essayé. Mais la répression pour la répression comme doctrine, comme on le voit dans certaines affaires pénales récentes, je crois que c'est très dangereux pour l'environnement lui-même. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Pierre Boivin. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet Boivin et Associés. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la Convention internationale sur la protection des avocats.